Rebonjour à toutes et à tous. Et donc, j'ai le plaisir d'inviter à venir nous rejoindre Thomas Paris, qui est chercheur au CNRS et au sein du laboratoire de HEC, groupement de recherche et d'études en gestion à HEC, qui s'appelle le GREGEC. Ça m'a toujours intrigué. Et par ailleurs, il est professeur associé à HEC School of Management et il y dirige le master Médias, Art et Création. Et sa communication, vous envoyez le titre, la création et la gestion entre nécessité et impossibilité. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette invitation. Moi, j'ai évidemment plaisir à être ici pour deux raisons principales. La première, c'est que quand j'ai commencé dans la recherche à travailler sur ces questions, peut-être, je crois, la première personne qui m'avait invité à présenter mes travaux, c'était toi, Pierre-Michel. Et donc, voilà, la boucle est un peu bouclée. Et la deuxième raison, c'est que cette idée d'interdisciplinarité que tu as rappelée ce matin et qui est à la base de cette journée, moi, ça a toujours été très, très important pour moi, notamment parce que mes activités de recherche ont été presque orientées par une obsession, celle de comprendre la création, donc plus que par des thématiques, et vraiment cet objet particulier de la création. Moi, j'aime dire que les deux expressions les plus sublimes de notre humanité sont d'un côté la création et de l'autre côté l'organisation, comment des gens arrivent à travailler ensemble pour construire quelque chose, et que l'organisation de la création est quelque chose finalement qui n'est pas du tout facile et pas facile à comprendre. Et donc c'est ce à quoi je m'attelle depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors, je voudrais commencer par on a parlé d'IA ce matin, donc c'est des sujets aussi qui intéressent tous les chercheurs qui s'intéressent à la création, et je voudrais commencer par ce que je considère être les deux prompts, sans doute les plus célèbres du monde. Le premier, c'est le premier prompt de l'humanité, hein, c'est que la lumière soit et la lumière fut, et qui renvoie à cette idée d'un acte de création immédiat, acte de création démiurgique et divin, et qui a sans doute inspiré beaucoup de ce qu'a été le modèle romantique de la création, c'est-à-dire le modèle d'une création qui est immédiate, immatérielle, individuelle. Ce qui a été en partie rappelé ce matin, c'est que depuis au moins Howard Baker, on sait que ce modèle est erroné, que ce n'est pas la réalité, et que peut-être on tient de cette cosmogonie, cette espèce de modèle qui revient aujourd'hui avec l'IA. C'est la première fois qu'on revient finalement dans un monde dans lequel l'acte de création procède simplement d'une injonction, ce qu'on appelle un prompt. Mais jusque-là, ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que cette vision de la création a toujours été erronée. Et donc, quand on était dans ce modèle, l'impossibilité, c'était l'impossibilité de la gestion. À partir du moment où on considère que la création est un acte romantique, un acte d'inspiration immédiat, un individu qui reçoit une forme d'inspiration d'une entité supérieure, la gestion n'a absolument aucune place. On peut simplement attendre que l'inspiration arrive. Avec Baker, qui a démontré finalement que la création n'était absolument pas ça et que le modèle romantique était erroné, on est rentré dans une autre ère dans laquelle la création devenait possible, et même la gestion, devenait possible et devenait même peut-être une nécessité. Je vais y revenir, mais avant ça, je voudrais revenir sur un deuxième prompt qui a été aussi présenté ce matin, ce fameux prompt de « s'il vous plaît, dessine-moi un mouton », pour introduire d'emblée ce que vont être les difficultés de la gestion quand elle porte sur la création. Alors ça, c'est le vrai mouton, celui que dessine Saint-Exupéry, le premier, et il n'est pas proposé par une IA. Il n'est pas tout à fait satisfaisant, puisque le petit garçon n'est pas content de ce mouton, qu'il trouve trop malingre, trop malade, et il en demande un deuxième, puis un troisième. Mais ce qui est intéressant derrière ce prompt, cette injonction, c'est que dès lors qu'on bascule dans une compréhension de la création qui est une activité collective, et donc qui implique au moins deux individus, c'est qu'il est extrêmement difficile de définir le produit qu'on souhaite réaliser. Et là, ce qu'on voit avec cette histoire du Petit Prince, c'est que dessine-moi un mouton, on ne sait pas bien effectivement ce qu'il faut dessiner. Alors, on peut considérer que, comme on est dans l'univers de la création, il y a des caractéristiques qui vont être nécessaires derrière ce mouton, notamment un mouton nouveau, créatif,
et une espèce de qualification sous-jacente qui fait qu'on va pouvoir un peu plus précisément savoir ce que va être la tâche à réaliser. Mais néanmoins, et c'est ce que je montrerai, même si on considère qu'il s'agit de dessiner un mouton créatif, audacieux, nouveau, ça ne dit absolument rien de ce que doit être le mouton. Et même cette notion de créativité n'a pas beaucoup de sens opératoire, et donc nous emmène dans une espèce de situation un peu complexe dans laquelle les prescriptions du travail n'est absolument pas claire. Et donc une question qui se pose, et je vais y revenir, c'est comment on arrive collectivement à faire acte de création quand on ne sait pas exprimer ce qu'on est en train de faire, et même, j'irai plus loin, quand on ne sait même pas définir ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'un mouton créatif, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Je reviendrai dessus, c'est simplement pour introduire les choses. Alors, pourquoi nécessité de la gestion? Quand on s'attelle à faire une histoire de la création, on se rend compte que l'outil de création s'est beaucoup enrichi, beaucoup étoffé, beaucoup complexifié. Les créations premières, ce n'étaient pas tout à fait les premières créations, puisque les premières créations, a priori, c'était plutôt des dessins dans des cavernes, mais les créations premières, c'est l'individu seul avec son corps. C'est-à-dire que l'outil de création, c'est mon propre corps, et je vais chanter, je vais danser, je vais faire du théâtre. Et donc, il y a une forme d'immédiateté entre mon intention et ce que va être la création que je vais pouvoir réaliser. Orson Welles a eu cette phrase qui explicitait un petit peu cette espèce de distance qui s'est créée entre l'individu et son intention et finalement sa création, en disant un écrivain a besoin d'un stylo, un peintre a besoin d'un pinceau, mais un réalisateur a besoin d'une armée. Et derrière cette phrase, il y a l'idée que cet outil qui va servir à exprimer quelque chose, cet outil de création, c'est énormément complexifié et est un composite composé d'individus, de technologies, de techniques, et donc derrière, de facto, d'enjeux de coordination, d'enjeux de mise en place de processus, de routines, etc. C'est-à-dire que la gestion devient une nécessité avec l'évolution de la création vers quelque chose de beaucoup plus complexe. Voilà un peu à quoi ressemble un plateau de tournage en particulier. Et là, on voit bien que les choses ne vont pas se faire par elles-mêmes et qu'il va falloir rentrer dans des logiques d'organisation et de coordination. Et donc, finalement, ce qu'a apporté Becker, entre autres en mettant en cause ce modèle romantique de la création, ça a été une espèce d'ouverture de porte à la gestion, dans laquelle il ne s'est pas forcément engouffré, et qui porte sur différentes caractéristiques. Première, c'est, alors Pierre-Michel l'a rappelé ce matin, le fait qu'on ait affaire à des équipages hétérogènes. Tu ne l'as pas traduit de la même façon, mais c'est le motley crew de Caves, et l'idée qu'il faut mettre en musique, mettre ensemble des compétences extrêmement diversifiées qui doivent aller ensemble vers un but commun, plus ou moins précis, et on y reviendra. La deuxième caractéristique qui fait qu'on a besoin de gestion, c'est qu'il n'y a pas de valeur objective. C'est-à-dire que c'est Becker qui nous explique ça. C'est que quand on crée un film ou n'importe quelle autre œuvre de création, elle n'a pas de valeur intrinsèque. Et donc, il va falloir faire intervenir la gestion aussi pour aider à cette construction de la valeur. Et puis, dernier élément, et ça a été rappelé dans la deuxième intervention ce matin, on n'évolue pas dans un monde libre, c'est-à-dire que ce n'est pas le modèle de l'individu parfaitement libre qui évolue dans un monde dans lequel il a absolument toute liberté. Ce monde est contraint, ou ce monde est composé d'un certain nombre de conventions avec lesquelles il faut faire. Et là aussi, Becker a montré que si on fait abstraction des conventions, on devient un franc-tireur, ou il a évoqué d'autres catégories, mais c'est-à-dire quelqu'un qui finalement n'a absolument aucune capacité à exister. Et donc, dans l'idée même de création, il y a une forme de compromis. C'est aussi ce que nous a enseigné Becker. Et pour ces raisons-là, on a besoin de gestion. On a besoin de gestion qui va intervenir entre la compréhension de ce monde, de ses conventions, de ses contraintes, etc., et puis l'acte créatif d'un individu particulier. Alors, quand on est... Donc, Pierre-Michel m'a présenté comme économiste, et ça me va très bien, et dans l'économie, il y a une sous-discipline qui s'appelle la gestion, et la gestion s'intéresse finalement à la manière dont on organise l'action collective en vue d'une finalité.
Et la grammaire de la gestion s'appuie sur un certain nombre de catégories, notamment la notion d'agencement organisationnel, donc un composite d'individus, de process, de règles, de normes, de matériel, etc., qui vont devoir porter un petit peu cette finalité. Et puis, les autres éléments de la grammaire de la gestion, c'est la notion de mandat, et je vais y revenir parce que c'est très important. La mandat, c'est moi qui dirige cette organisation, voilà ce que je vous demande de faire. Donc, c'est la définition d'une finalité plus ou moins précise. Et enfin, dernier élément, il y en a d'autres, mais on ne va pas tous les détailler, la notion de dispositif. L'outil premier de la gestion, c'est de mettre en place des dispositifs, c'est-à-dire des artefacts qui vont essayer d'induire des comportements dans un contexte d'organisation sociale. Mais une fois qu'on a dit ça, on a une difficulté fondamentale, c'est que quand on parle de création, le mandat, donc ce qui est demandé, ce sur quoi on s'accorde, sur lequel on va travailler, est, selon les catégories de Jacques Girin, confus et complexe. Confus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exprimer précisément le résultat attendu. Complexe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dire comment y parvenir. Pourquoi il est confus et complexe? Pour un certain nombre de raisons qui ont aussi été rappelées ce matin. D'abord, il y a une véritable incertitude sur la réception, c'est-à-dire que l'œuvre ou la création en tant que telle n'a pas de valeur. Et donc et je reviens sur mon qualificatif de créatif, faire un mouton créatif, ce n'est pas forcément une bonne façon de définir ce qu'on est en train de faire, parce que la notion de créativité, comme l'a rappelé Pierre Michel, renvoie à deux caractéristiques. La première, c'est la nouveauté. Ça, on sait à peu près définir ce qui est nouveau. La deuxième, c'est qu'il porte une certaine valeur. Or, si on sait définir quelque chose de nouveau, de novateur, on ne sait pas définir ce qui a de la valeur. J'aime beaucoup, et pardon pour cet exemple un peu prosaïque, mais moi j'aime beaucoup prendre l'exemple d'un film que vous n'avez sans doute pas vu et qui est parfaitement novateur et créatif. C'est un film grec qui s'appelle L'attaque de la moussaka géante. C'est un village grec qui est attaqué par une moussaka géante. Il n'y a pas plus créatif. Bon, en termes de valeur, alors après vous en jugerez, moi j'ai fini par le voir. En tout cas, il n'a pas marqué l'histoire. Néanmoins, c'est créatif. Et donc, faire un mouton créatif ou faire une œuvre créative, ce n'est pas quelque chose qui est forcément poursuivi. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, et je peux le préciser dès maintenant, ça va être, quand on fait de la création, c'est être capable de faire une œuvre, une production, qui va avoir une capacité à se différencier, à se démarquer dans une production qui est surabondante. Et la créativité, ce qu'on appelle la créativité, c'est une manière de le faire, mais néanmoins, dans cet enjeu de démarcation, et j'y reviendrai aussi, il y a l'enjeu de prendre en compte les éléments du contexte dans lesquels fonctionne le secteur. C'est-à-dire que faire un parfum aujourd'hui qui se démarque ne sera pas forcément la même chose que faire un parfum qui se démarque il y a 30 ans, quand on avait encore des parfumeurs spécialisés qui étaient capables d'accompagner la nouveauté. Donc les modalités de médiatisation vis-à-vis du public ne sont pas les mêmes et vont être des éléments très très importants à prendre en considération. Incertitude sur la réception, cette fameuse incertitude fondamentale du Novodinose. L'absence de critères d'évaluation objectifs, on ne sait pas ce qu'on est en train de faire ensemble et si ça a de la valeur. Une anecdote que j'aime beaucoup qui a été racontée par Jean-Claude Héléna dans un podcast sur France Culture. Jean-Claude Héléna qui était le parfumeur historique d'Hermès et qui racontait pour son premier parfum qui a été fait pour la marque Van Cleef & Arpels, qui était le premier parfum de la marque Van Cleef & Arpels. Il a travaillé très très longtemps. Le parfum s'appelait First. Il a eu un grand succès. Et quand il avait terminé son travail, le président de Van Cleef & Arpels a parlé à Jean-Claude Héléna et lui a dit « J'espère que tu es sûr de toi, parce que je vais investir beaucoup d'argent sur ce lancement, et donc j'espère que tu es sûr de toi. » Et là, ce que dit maintenant avec le recul Jean-Claude Héléna, c'est « Moi, je n'étais sûr de rien. J'avais travaillé, j'étais content du résultat, mais je n'étais absolument sûr de rien. » Pour ces raisons qu'on a évoquées ce matin, c'est-à-dire nobody knows, et même si le créateur était à peu près convaincu de ce qu'il avait fait, il n'y avait absolument aucune certitude sur ce que ça donnerait une fois que le parfum serait lancé. Difficulté à exprimer l'intention, on l'a dit, et puis, je l'ai aussi évoqué, l'insuffisance de cette notion de créativité qui ne veut pas dire grand-chose quand on est en contexte de création. Et donc tout ça,
rend les choses un peu délicates quand il s'agit de gérer. C'est-à-dire comment on gère dans ce contexte-là, comment on amène des gens à travailler ensemble dans une forme de cécité qui peut être absolue. Et simplement pour conforter un petit peu ces éléments, l'absence de critères d'évaluation objective, l'absence de critères objectifs d'évaluation, oui c'est ça, c'est Picasso qui disait « quand j'ai pas de bleu, je mets du rouge », et ce qui veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire que quand on fait un tableau, quand on fait une œuvre, est-ce qu'on va mettre plutôt telle couleur ou telle couleur? Il n'y a absolument aucun critère qui va vous permettre de dire « ça c'est la bonne direction ». Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on doit évoluer quand on crée ensemble, et donc c'est à ce contexte-là qu'est confrontée la difficulté de la gestion. Alors, pour amplifier un petit peu ces difficultés et cette forme d'impossibilité de la gestion, alors après je vous montrerai évidemment qu'on y arrive néanmoins, je voudrais vous raconter deux petites histoires, et je surveille ma montre en parallèle. La première, c'est ce que vous voyez à gauche, c'est un film que vous avez peut-être vu, qui s'appelle La Marche de l'Empereur, qui a été un grand succès du cinéma français, grand succès à Hollywood. Il est rentré d'Hollywood avec 2 Oscars, ça a été le plus grand succès du cinéma français à Hollywood à l'époque. Et l'histoire sous-jacente à ce film, c'est 3 jeunes producteurs qui décident de monter une boîte de production, et avec cette compréhension assez fine du secteur, qui consiste à dire on n'y arrivera pas comme ça. C'est-à-dire que si on arrive avec une œuvre lambda, on va être noyé et on va assez rapidement disparaître. Si on veut exister dans ce domaine, il faut que nous arrivions avec quelque chose de suffisamment différenciant. Et un jour, Luc Jacquet, le réalisateur de ce film, qui est un biologiste, entre dans leur bureau et leur dit « Je rentre d'Antarctique, il se passe quelque chose d'extraordinaire là-bas, le cycle de reproduction des manchots empereurs sur la banquise est extraordinaire. C'est l'histoire de la vie. Chaque année, à la même période, tous les manchots empereurs se réunissent au milieu de la banquise, assez loin de la mer, s'accouplent, pondent des œufs, et à tour de rôle, papa et maman vont aller, c'est la fameuse marche de l'empereur, jusqu'à la mer chercher de la nourriture. Évidemment dans des conditions extrêmes, alors ils sont un peu plus armés que nous pour les affronter, mais néanmoins il y a un peu de mortalité, et au final, c'est la beauté de l'histoire de la vie, au final il y a quelques manchots bébés qui arrivent à survivre. Nos 3 producteurs écoutent cette histoire et se disent « bingo, ça y est, on tient notre œuvre remarquable, il y a absolument tout. D'abord, c'est l'histoire la plus universelle qui soit, c'est les parents qui se battent pour la défense de leurs enfants, qui se passe dans des décors qui sont absolument somptueux, vous voyez un peu à l'écran ce que ça peut donner, et en plus, nos amis manchots ont la bonne idée de se tenir debout, ce qui va faciliter l'identification du spectateur. » Et là, on est au mois de septembre, et en France, le système fait que quand on a un projet de film, on va essayer de réunir le budget. Donc on va s'adresser à un certain nombre d'acteurs, des exploitants de salles de cinéma, des opérateurs de télévision, le Centre national de la cinématographie, pour réunir le budget, de sorte qu'une partie infime du risque pèse sur les producteurs. Là, on est au mois de septembre. La banquise, à l'époque, en Antarctique, ouvrait ses portes 2 mois par an, décembre, janvier. Et après janvier, les glaces se reconstituaient et plus aucun bateau ne pouvait passer. Et donc, soit on attend 1 an, et on aura perdu encore 1 an dans notre projet d'avoir une maison de production, soit on fonce et on est suffisamment convaincu de ce projet pour ensuite arriver à réunir un budget qui ne nous mettra pas en situation délicate. Donc c'est ce qu'ils font, ils décident de foncer, ils envoient une équipe sur la banquise, et puis là, ils font ce que n'importe quel producteur de cinéma fait, c'est-à-dire qu'ils vont voir les décideurs, les professionnels de la profession, ils arrivent avec leur projet, ils le racontent avec un énorme enthousiasme, et puis là, face à eux, madame ou monsieur Canal+, qui leur dit « Oui, mais c'est quoi le pitch ?» Le pitch, c'est l'histoire des manchots sur la banquise. Ah, et c'est qui les acteurs? C'est des manchots. Écoutez, non, on ne va pas pouvoir vous aider. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là, bon, tout être, même si créatif soit-il, normalement constitué, au bout d'un moment, on se dit, bon, je me suis emballé, j'ai cru à cette idée, mais quand je la présente à des professionnels qui voient passer des films toute la journée, je vois que ça ne marche pas, donc je range et je passe à autre chose. Pas de chance pour eux, ou au contraire, chance pour eux, ils avaient 2 personnes qui étaient bloquées sur la banquise pendant 1 an, donc ils ont été obligés de continuer à vivre avec ce projet, de continuer à faire semblant d'y croire,
Ils ont mis leur entreprise au bord du dépôt de bilan, ils se sont endettés à titre personnel, ils ont rapatrié l'équipe, et puis là, ils ont fini par présenter le film, tout petit bout du film au Festival de Cannes, au marché du film, et puis une voix, à un moment donné, a dit « Ah, peut-être que ça peut nous intéresser ». C'est Walt Disney qui a réussi à convaincre sa direction monde. Le film a été distribué, et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Qu'est-ce que raconte cette histoire? Elle raconte une forme d'opposition presque structurelle entre deux mondes. Le monde des organisations, des institutions, qui fonctionnent avec des règles, avec des normes, avec des conventions, issues du passé, une forme de capitalisation de l'expérience. Et là, ce que disent tous les acteurs, c'est il faut un pitch, il faut des têtes d'affiche. Il faut que votre film puisse être vendu très très rapidement, présenté très très rapidement en quelques mots, et il faut des têtes d'affiche. Si vous n'avez pas ça, je ne dis pas que votre projet ne marchera pas, je dis que je ne sais plus l'évaluer. Comment on évalue un projet? On regarde un petit peu ce qu'ont fait les projets qui ressemblent avec les acteurs qui sont dedans, etc. Sorti de là, on bascule dans un contexte dans lequel, si moi, décideur du cinéma, je veux prendre votre film, je suis obligé de m'engager à titre personnel. Et ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Et donc les outils qu'ils ont construits, que ces organisations ont construits pour analyser les projets nouveaux, sont basés sur l'historique qu'ils ont construit dans le passé. Et donc c'est une forme d'opposition entre cet univers de la création qui est une remise en cause permanente, une forme de recherche de casser les codes, et puis les organisations qui ont une tendance assez naturelle à reproduire le passé. Deuxième petite histoire, plus dramatique celle-là. À l'écran, vous voyez Bernard Loiseau avec ses équipes. Donc Bernard Loiseau qui s'est donné la mort en 2003 et qui était dans une petite entreprise qui fait de la grande cuisine. C'était le chef le plus reconnu en France à l'époque, avec Bocuse, mais lui était beaucoup plus médiatique. Et il était à la tête d'une entreprise qui comptait environ 100 à 120 employés, dans laquelle il était tout. Le créateur, c'est lui qui crée les plats, le leader, charismatique, j'ai une petite vidéo où on comprend très très vite de quoi il s'agit, le propriétaire, le communicant, il passait tous les dimanches à la radio et c'est comme ça qu'un certain nombre de clients venaient. Et donc la question qui se pose à son décès, question très prosaïque pour l'entreprise, c'est est-ce qu'on peut continuer sans lui? Question un peu plus, pour le chercheur, disons, une question un peu plus académique. Qu'est-ce qui reste dans l'organisation une fois que celui qui est considéré comme le talent n'est plus là? C'est-à-dire dans quelle mesure cette organisation était aussi porteuse d'une capacité de création? Et là, ce qui est intéressant dans la réponse, c'est qu'elle n'est absolument pas évidente, parce que d'un côté, les équipes se disent « on sait faire », finalement, ils déléguaient beaucoup, et de l'autre côté, ils se disent « mais on ne sait pas si on y arrivera sans lui ». Donc il y a une espèce de petits paradoxes là dont je donnerai peut-être mon interprétation tout à l'heure, et qui se double d'un autre paradoxe, c'est que quand on décide de continuer, parce que finalement on n'a pas le choix, c'est même un choix personnel, c'est des gens qui se sont battus toute leur vie, c'est Madame Loiseau, son épouse, qui ne veut pas le voir mourir 2 fois, donc tout le monde s'engage sur finalement quelque chose qui n'est pas forcément tout à fait rationnel. On confie la direction de la cuisine à Patrick Bertrand, que vous voyez à sa droite, donc à gauche pour nous, parce que c'est évident, parce qu'il crée des plats, il dirigeait les cuisines, certains disent qu'il fait du Bernard Loiseau mieux que Bernard Loiseau, donc il a à peu près toutes les qualités, il a toutes les qualités. Néanmoins, quand on lui pose la question, il dit « je ne sais pas si je sais faire ». Donc même paradoxe sous une forme différente, et je le lèverai tout à l'heure. Et donc là, on voit d'autres expressions de cette difficulté de la gestion de la création. D'un côté, dès lors qu'on introduit des organisations, donc des procédures, on va avoir tendance à abîmer la création, c'est-à-dire à l'emmener dans une direction qui va la dévoyer d'une certaine manière et l'amener vers quelque chose de beaucoup moins créatif. Et puis d'autre part, on n'arrive pas complètement à identifier quelle est la capacité de création de cette organisation au-delà de l'individu. Donc est-ce que gérer, c'est simplement se mettre au service d'un individu, talentueux, génial, et là on retombe un peu dans le modèle romantique. J'avance un petit peu. Donc voilà en gros pourquoi la question de l'organisation et de la gestion de la création pose problème. Le mandat est confus et complexe. Le flou sur le mandant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
à partir du moment où on a une organisation, on ne sait plus bien qui décide. Vous avez un individu créatif qui s'inscrit dans une organisation avec des équipes qui vont demander des comptes à des décideurs qui sont externes à l'organisation, comme sur l'exemple de la marche de l'empereur, et on voit que la décision, et ça c'est dans la lignée parfaite de ce que racontait Howard Baker, n'est plus bien centralisée, n'est plus beaucoup centralisée. Et puis dernier point, il y a et pardon pour le terme un peu savant, il y a une forme d'agentivité d'organisation, c'est-à-dire que l'organisation est porteuse aussi de certaines décisions qui vont jouer sur la création elle-même, et elle est paradoxale parce qu'à la fois elle sert à permettre au projet de se réaliser. Si on met en place des organisations, c'est pour faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire tout seul, mais néanmoins, elle va aussi avoir tendance à mettre un grain de sel qui ne va pas forcément être celui auquel le créateur ou la créatrice, celui qu'il souhaitait impulser. Voilà, et donc tout ça, cette espèce de paradoxe, à la fois, la plupart des activités de création sont collectives. Alors il se trouve que ce matin, on a beaucoup présenté des activités de création qui semblaient très très individuelles. Elles ne le sont jamais complètement, comme l'a rappelé Baker, mais la plupart d'elles impliquent des collectifs importants. Et dans ces organisations collectives, l'organisation en tant que telle intervient comme l'outil de création. C'est ça qui va permettre au créateur de produire son œuvre. Et un outil de création qui va avoir deux caractéristiques. D'abord, qui va avoir tendance à amener du compromis, plus ou moins acceptable pour les créateurs, et d'autre part, amener une distance entre l'intention et la production. Et donc, les questions qui se posent, celles que je me pose depuis des années maintenant, c'est qu'est-ce que ça veut dire gérer dans ces conditions ? Gérer une activité dans laquelle on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, on ne sait pas la valeur que ça a, et dans laquelle il y a cette tendance à dévoyer que va apporter la mise en place de processus d'organisation. Alors, peut-être un élément, et ça c'était une des questions que m'a posé Pierre Michel et qui est une question importante, c'est comment on fait de la recherche dans ce contexte-là ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire pour essayer d'apporter des réponses à ça ? Pourquoi cette question se pose ? Pour des raisons qui ont été évoquées déjà. La première, c'est qu'il y a une déconnexion entre la notion de performance, c'est-à-dire ce que vont produire les organisations, et la manière dont elles fonctionnent. Alors, dit autrement, ça veut dire qu'on peut avoir des organisations qui sont très très propices à la production d'œuvres originales et singulières et qualitatives, et qui vont avoir la capacité d'accompagner des créateurs, mais néanmoins qui peuvent amener à des échecs. Donc c'est le fameux nobody knows. Et donc si on essaye de comprendre comment on peut organiser et gérer la création, on ne sait pas bien qu'est-ce qu'on peut observer, quel type d'organisation on peut observer. Alors le choix que... et puis la deuxième difficulté, c'est que à partir du moment où on décide d'observer tel et tel cas, dans quelle mesure on a une capacité de généralisation. Alors le choix que j'ai fait moi, et qui a été un peu un choix qui a été fait aussi par les autres intervenants ce matin, c'est de se dire, si on observe Joyce, on est à peu près à l'abri de toute critique, parce qu'il est incontestable et tout le monde considère qu'il est génial, etc. Donc c'est un petit peu ce choix-là que j'ai fait en me disant, observons des organisations qui ont une forme de succès incontestable, disons, dans la durée. Et c'est ça le point important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas rattacher une organisation particulière avec un succès du fait du nobody knows, dès lors qu'une organisation semble être capable, dans la durée, de répondre à ce que sont les enjeux d'une entreprise de création, on va en faire un observable particulier. Donc c'est ce que je fais moi depuis quelques temps maintenant, essayer d'observer les organisations qui semblent avoir trouvé une espèce de martingale. Et je reviendrai sur la question de la généralisation. Voilà, et donc, de manière un petit peu plus générale,
pour essayer d'apporter des réponses à ces questions que j'ai posées, c'est-à-dire comment on peut gérer la création, quel type de leçons on peut tirer d'organisations qui arrivent à gérer la création. La manière que j'ai eu, moi, d'aborder les choses, ça a été d'abord d'avoir une approche que j'appelle ici transversale et multiniveau. Transversale, ça veut dire quoi? C'est que la création est une activité. À partir de Richard Caves, en 2000, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de secteurs qui paraissaient éloignés, mais qui avaient un socle commun, qui répondait à des caractéristiques communes, donc ce qu'il appelle les creative industries. Et donc, le parti pris que j'ai eu, c'est de les étudier toutes. C'est-à-dire de m'intéresser aussi bien au monde du parfum que de la gastronomie, que du spectacle vivant, et en évacuant absolument tout jugement de valeur ou jugement esthétique. C'est-à-dire ce qu'on peut observer, c'est l'organisation de la création comme activité. Et le fait d'évacuer ces jugements esthétiques permet aussi de répondre à cette problématique qui est celle de la non-objectivité de la valeur. L'autre multiniveau, pourquoi? Parce que ça veut dire regarder l'activité au plus près, donc comment fonctionne un créateur ou une créatrice, mais comprendre aussi dans quel contexte il s'insère. Parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on ne peut pas faire abstraction de ça. C'est-à-dire que n'importe quel créateur, n'importe quelle créatrice n'est pas face à une page blanche et face à une inspiration illimitée, mais doit composer avec un contexte, un monde de l'art tel que l'a exprimé Becker, mais moi que j'exprimerai de manière un petit peu différente, c'est les caractéristiques sectorielles, c'est-à-dire comment fonctionne la distribution, la prescription, la consommation. Et c'est ces éléments-là qui vont avoir une influence sur ce qu'on peut créer ou ne pas créer. Et donc si on veut comprendre, c'est Jean-Claude Héléna que vous voyez à l'écran, si on veut comprendre le travail de Jean-Claude Héléna, c'est un exemple extrême parce que les parfumeurs font partie de ces individus qui semblent être parfaitement seuls dans leur création. Néanmoins, ils s'inscrivent dans un contexte extrêmement pesant qui doit absolument prendre en considération s'il veut créer des parfums qui ont une chance d'être visibles. Et donc, cette alternance entre le regard très très micro et le regard un peu plus sectoriel est importante aussi. Et puis, troisième chose, j'essaye d'avoir une approche compréhensive, weberienne, qui consiste à comprendre, à me mettre à la place du créateur. Comprendre comment le créateur crée. Et en l'occurrence, comment Jean-Claude Héléna crée. Donc, c'est pas rentrer dans son cerveau pour savoir quel est le processus intime, ça c'est très difficile à appréhender, mais c'est beaucoup plus comprendre finalement ce qui s'interdit et ce qui s'autorise. Et ça va révéler ces caractéristiques sectorielles qu'il intègre dans sa création. Et le fait qu'il ait eu du succès fait qu'on peut considérer qu'il a compris l'environnement dans lequel il évoluait. Et puis, dernière chose, ce qui est très important aussi et ce qui n'est pas facile, c'est d'accepter de se placer dans ce que j'appelle ici un regard situé, c'est-à-dire dans une configuration où on ne sait pas ce qu'est la valeur de ce qu'on est en train de faire, et ce qui est très très difficile. J'aime beaucoup l'exemple du film Vice Versa de Pixar, que vous avez peut-être vu, un pitch tout à fait improbable, les émotions dans la tête d'une jeune fille, ça n'a absolument aucune valeur, ce truc-là. C'est-à-dire que quand c'est présenté à la direction de Pixar, quelqu'un qui dit « je vais faire un film sur les émotions dans la tête d'une jeune fille », ça n'a pas de valeur, et ça, il faut l'accepter. Quand on en parle aujourd'hui, tout le monde se dit « ah oui, quand même, c'est un film intéressant, Pixar a réussi, ça montre tout ce qui se passe dans la tête d'une adolescente, etc. etc. » Mais ça, c'est notre regard a posteriori. Et il y a un véritable effort à faire si on veut comprendre ce qu'est la création, à se dire quand Pixar fait vice-versa, il n'y a absolument aucun critère qui permet de dire que ce film sera intéressant, marchera, etc. Et c'est ce contexte-là qu'il s'agit d'analyser. Voilà. Et dans ce cadre, en observant des situations de création, des organisations de création, j'essaie d'identifier des choses extrêmement tangibles et concrètes, des agencements organisationnels, c'est-à-dire des dispositifs, des modalités de gestion, des mandats, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande à qui, et comprendre ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire pourquoi on a mis les choses en place de cette façon-là, quels sont les mécanismes sous-jacents et quelles sont les visions sous-jacentes. L'idée, c'est d'essayer de faire parler tout ce qui est cette espèce d'intelligence du terrain qui s'exprime dans des modes d'organisation qui semblent fonctionner. Alors, à partir de là, on observe des choses. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de régularités d'un côté qui apparaissent. Premièrement, dans toutes les activités de création, on a des processus qui sont structurés. Donc on n'est pas du tout dans des choses qui seraient organiques, qui fonctionneraient un peu tout seul naturellement.
Il y a des structures, il y a une division du travail, il y a des processus. Le deuxième élément important et intéressant, c'est que derrière ces processus et division du travail, on peut isoler 4 activités de nature très différente. Et c'est le fait d'isoler ces activités dans un processus de création qui permet d'aller vers la division du travail. La création, c'est quoi? C'est une activité de cadrage. C'est-à-dire que dans le processus, il y a quelqu'un qui va exprimer, avec des artefacts différents, ce sur quoi on est en train de travailler, ce qu'on est en train de faire. Par exemple, sur le Louvre Abu Dhabi de Jean Nouvel, le cadrage donc, sur lequel l'ensemble des équipes ont travaillé, c'était une pluie de lumière comme dans une oasis. Et ça, c'est important parce que il y a un certain nombre de personnes qui sont engagées sur un projet et il faut arriver à construire collectivement, en même temps que le projet lui-même, une représentation partagée de ce qu'est le projet. Et évidemment, il ne suffit pas de dire une pluie de lumière comme dans une oasis, les choses vont se préciser petit à petit. Mais donc on a cette activité qui revient à plusieurs reprises. Deuxième activité, c'est l'inspiration. Alors on a évoqué beaucoup le modèle romantique. Il y a une autre fausse représentation qui s'est installée dans l'univers de la création, qui est arrivée sans doute à partir des années 2000 aussi, avec tout l'engouement qu'il y avait autour de l'innovation et de la créativité. C'est un modèle que je qualifierais de mécaniste, et dans lequel finalement il s'agit de trouver des bonnes idées, donc les idées auraient une valeur intrinsèque, et ce qui se traduit par le fait que pour avoir des bonnes idées, on va mettre en place des dispositifs qui font émerger des idées. Et donc ça a été tous les espaces de coworking, le fait de mettre des billards dans les entreprises, et derrière tout ça, il y avait cette philosophie de si on fait en sorte que les gens se rencontrent, des idées émergeront, et si les idées émergent, on saura trouver la bonne idée. C'est tout aussi faux, notamment parce qu'il n'y a pas de bonne idée, et que dans tout processus de création, il n'y a pas une idée, mais il y a une multitude d'idées qui viennent nourrir le processus en permanence. Il y a un point de départ, mais ensuite, il faut arriver à nourrir un processus qui est extrêmement consommateur en idées. Donc ça, c'est l'inspiration. Comment on fait entrer des idées dans un processus? Ce que j'appelle les mises en forme, volontairement au pluriel, c'est qu'on ne passe jamais de l'idée de départ au résultat final, mais c'est que tous les processus de création sont scandés par un certain nombre d'objets intermédiaires qui vont être des pitchs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, des dessins, des schémas, des maquettes, des représentations 2D, des représentations 3D, des maquettes à l'échelle, etc. Et ce qu'on observe quand on observe tous les processus de création, c'est qu'on a vraiment énormément d'étapes intermédiaires. Ce qui est assez fascinant chez Pixar, c'est qu'ils font le film entièrement à la main, avec les techniques anciennes, en 2D, avant de le faire réaliser par un ordinateur, ce qu'on appelle en 3D. Et puis, et ça, ça a été assez clé pour moi, et notamment pour comprendre que ce qui arrive avec l'IA s'inscrivait aussi dans une forme de continuum, il y a une tâche qui paraît complètement anodine, que j'appelle ici la validation, et qui consiste à dire oui, non, peut-être, mais pas comme ça, qui est une espèce de rôle de garde-tri, et qui va simplement consister à faire des choix dans toutes ces idées qui vont être apportées. Et l'élément qui est sans doute le plus déstabilisant, c'est que c'est cette tâche-là qui va définir le créateur. Ce qui permet de nous réconcilier avec le fait que c'est bien Alexandre Dumas qui était l'auteur de ces œuvres, ou que Raphaël était bien l'auteur de ces œuvres, alors qu'il s'appuyait sur un atelier, puisqu'il était détenteur finalement de cette tâche cruciale, critique, qui est celle de la validation. Alors pourquoi j'insiste un peu là-dessus? Je reviens sur mon exemple de Bernard Loiseau. Son second, Patrick Bertrand, créait des plats, était très créatif, mettait des plats à la carte, etc., etc. Mais il dit « je ne sais pas si je suis capable ». Qu'est-ce qu'il ne faisait pas en fait? C'est ça qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire qu'il proposait, mais au final, celui qui décidait que tel plat soit à la carte ou ne soit pas à la carte, c'était Bernard Loiseau. Et c'est la tâche qui peut paraître la plus anodine, c'est la tâche qui est extrêmement critique pour 2 raisons. D'abord parce que c'est la plus anxiogène, c'est celle qui consiste à dire « j'engage l'ensemble de l'organisation derrière ce choix qui est parfaitement subjectif », et d'autre part, c'est la tâche qui va incarner la subjectivité d'un individu. Dernier élément, quand on observe un peu ces processus, c'est que il y a une vraie, et Keynes avait commencé à le montrer, mais il y a une véritable économie de la création, c'est-à-dire des modes de fonctionnement qui sont radicalement différents de ce qu'on peut observer dans d'autres contextes. Et notamment, ce sont des modes de fonctionnement qui fonctionnent énormément sur une logique d'abondance. C'est-à-dire qu'on va produire énormément
en amont, c'est-à-dire avant les processus, pendant les processus, et après les processus, on va se retrouver sur un marché où il y aura énormément de propositions. C'est 600 livres qui sortent chaque année à la rentrée littéraire. On entend collectivement parler à peu près d'un dixième peut-être de tout ça. Et en amont de ça, c'est des centaines de manuscrits qui sont envoyés tous les matins dans les maisons d'édition. Et cette abondance, qui n'est pas très très confortable quand on parle de gestion, est presque consubstantielle à la création, et difficile à accepter. Je reprends l'exemple de... Alors, non, je vais changer un peu d'exemple, mais au design de Renault, les designers de Renault sont des créatifs, ce ne sont pas du tout des ingénieurs, c'est des gens qui dessinent des silhouettes de véhicules. Pour chaque nouveau véhicule, on fait travailler 120 designers qu'on met en compétition. Et donc, il y a 120 designers qui vont passer un temps fou pour qu'au final, une proposition soit retenue. Cette abondance est une nécessité, et on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais je vois que le temps passe et il faut que j'avance. Voilà, très rapidement peut-être, au-delà de ces éléments, ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'ensemble de ces activités peuvent être soutenues, accompagnées par des dispositifs. C'est-à-dire que l'inspiration, on n'attend pas qu'elle vienne, notamment, et on peut mettre en place des dispositifs, encore une fois, pour l'accompagner. Là, je prends l'exemple d'Alain Passard, autre grand chef, qui, quand il a décidé de basculer vers la cuisine des légumes, il a fait l'acquisition de deux jardins, et il a planté des espèces différentes sur des sols différents pour voir comment tout ça se comportait. Et donc il a nourri son inspiration en allant regarder un petit peu comment telle carotte sur tel sol, ce que ça donnait, etc. etc. Et il y a énormément d'autres dispositifs qu'on met en place pour soutenir un peu cette phase d'inspiration. Et c'est pareil pour les autres. Que fait la gestion dans tout ça? Il y a un certain nombre de choix structurants au sens où ça va avoir une influence importante sur la production. Comment on organise la division du travail? Qui fait quoi? Qui valide? Qui donne le cadre, etc. Comment on organise la décision? Et un élément qui est très très marquant, très remarquable. Alors, il se trouve que je m'intéresse plutôt aux organisations qui assument vraiment d'être créatives et pas qui sont dans une sorte de reproduction. Être créatif, ça veut dire accepter de partir d'une feuille blanche et de ne pas faire le énième remake de tel film. Et dans ces organisations, ce qui est frappant, c'est que la décision est, à 99% des cas, centralisée entre les mains d'un individu particulier. C'est-à-dire qu'on a des projets qui sont extrêmement coûteux, qui renvoient à des investissements considérables, et dans lesquels un individu va être responsable sur tous les choix. C'est l'exemple de Pixar, hein. Par exemple, c'est 600 personnes qui sont impliquées sur un film, mais néanmoins, il y a l'auteur qui a les clés. Et ça, c'est contre-intuitif, mais ça renvoie à un régime particulier. Je vais avancer un petit peu. Alors, oui, je vais faire la transition justement là-dessus. Dans ces activités, il y a deux, finalement, régimes. Il y a un premier régime qui consiste à assumer de ne pas avoir de repères. La création, dans son modèle le plus abouti, est une activité de conception en l'absence de repères. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun juge de paix qui me dira que telle direction est la bonne ou telle direction n'est pas la bonne. Donc dans la création, sous cette forme-là, on n'a pas d'étude de marché, on ne sait pas qui sont les clients ou consommateurs, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils aiment. On part vraiment d'une proposition. C'est vraiment le cas de vice-versa, ou de la recherche du temps perdu, par exemple. C'est quelque chose de radicalement nouveau, il n'y a absolument rien qui nous permet de dire que ça va marcher. Et il y a un autre régime qui est le fait des organisations qui n'assument pas complètement cette prise de risque et qui se disent aujourd'hui, les biopics, ça marche beaucoup, donc on va faire un biopic. Star Wars numéro 5, ça a bien marché, donc on va faire Star Wars numéro 6. Et donc, ils se réinventent un certain nombre de repères pour s'inscrire dans une espèce de marché. Et ces deux régimes fonctionnent de manière radicalement différente, et notamment, dans le premier régime, celui dans lequel on assume de ne pas avoir de repères, c'est un régime dans lequel c'est une forme d'empire de la subjectivité. On assume la subjectivité individuelle. Et donc, c'est des modes de fonctionnement très très différents. Mais avec cette caractéristique-là, c'est qu'on assume de confier les clés à un individu. Et pourquoi? Parce que dans la mesure où il n'y a pas de repères, le seul enjeu, c'est de s'assurer de la cohérence de l'ensemble des choix qui sont faits. Et donc le fait de confier
les clés à un individu, va permettre d'avoir cette forme de cohérence. Mais souvent, la lutte, quand on est en charge de gestion de la création, c'est de faire en sorte d'assumer pleinement cette direction qui est prise. C'est-à-dire, si je veux faire de la création qui soit audacieuse, créative, etc., qui parte vraiment du point de vue d'un individu et qui n'essaye pas de coller à un marché, l'enjeu, c'est de s'assurer que l'organisation ne va pas nous ramener vers des repères artificiels. Et donc, ces deux régimes-là ont une forme de porosité. Alors, pour terminer, donc il y a un certain nombre de choix d'organisation qui vont être faits, qui vont avoir une dimension extrêmement structurante. Moi, j'ai tendance à dire que, finalement, la manière dont on organise les choses va être presque constitutive de la production. Là, ce que vous voyez, c'est l'Opéra d'Oslo, qui est une réalisation de l'entreprise Snohetta, entreprise d'architecture Snohetta. Et l'entreprise d'architecture Snohetta a un mode de fonctionnement très, très particulier, dans lequel on n'a pas un individu qui est central, enfin, en tout cas, le fondateur de l'agence ne joue pas un rôle décisif sur l'ensemble du projet, et donc dans lequel on assume d'avoir des architectes qui ont vraiment la capacité de porter leur propre projet, mais en partageant un certain nombre de valeurs qui vont s'inscrire dans un certain nombre de dispositifs de gestion et de processus. Et le résultat va incarner aussi, finalement, ces choix d'organisation qui sont faits. Et puis, deuxième point en conclusion, voilà, qu'il n'y a pas de bonne gestion de la création. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver un alignement entre ce qu'est l'intention, et notamment l'intention vis-à-vis de l'audace créative, jusqu'où je vais être dans une logique de proposition de nouveauté, ou jusqu'où je vais simplement essayer de coller à ce qu'est le marché. Le contexte de marché, parce qu'il y a des contextes qui permettent ou pas d'avoir cette audace. J'évoquais tout à l'heure le monde du parfum. Le monde du parfum ne permet plus vraiment d'avoir cette audace et de proposer des parfums audacieux. Et l'organisation qu'on va mettre en place. Voilà. Et pour terminer, je crois que je suis dans les temps, je reviens sur Le Petit Prince. Alors, bon, je vais peut-être extrapoler ce que Saint-Exupéry avait en tête, mais je trouve assez admirable que l'histoire du mouton se termine comme ça. C'est que quand l'aviateur en a marre, que le petit garçon ne soit pas content, il finit par décider une boîte, et il dit au Petit Prince, voilà ton mouton, il est dans cette boîte. Et là, je surinterprète un petit peu, mais ce que je trouve très intéressant, c'est de dire que, oui, dans la gestion, la manière dont on dessine la boîte va avoir une influence considérable sur ce qu'elle sera capable de produire. Et donc, si on revient un petit peu sur les sciences sociales de manière un peu générale, les sciences sociales ont montré que la création était une activité qui s'inscrivait dans une espèce de système, c'est-à-dire c'est la production d'un système avec des composantes principalement sociales. Ce qu'on voit aussi, c'est que les organisations font partie de ce système et elles vont s'appuyer, alors que ce que nous rappelait Becker, c'est que la création est un ensemble de choix qui sont apportés par différents intervenants dans la chaîne de création. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a aussi des choix qui vont être faits par les organisations, et ces choix qui vont avoir une composante beaucoup plus objective, c'est-à-dire qu'on arrive à identifier finalement des mécanismes entre des manières de faire et des résultats, mais ces choix objectifs ont aussi une influence sur ce que sera la production. Voilà, je vous remercie de votre attention et je réponds volontiers à vos questions.